Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission par courrier à la librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Émission Des mots, une voix. Vous pouvez aussi la contacter au mail demo.unevoix@laposte.net. Nous recevons ce mois-ci Fawaz Hussein et Charles Daubas. Fawaz Hussein pour Le Kurde qui regardait passer les nuages, sorti aux éditions Inédits, et Charles Daubas pour Cherbourg, sorti aux éditions Gallimard. Nous allons commencer l'entretien avec Fawaz Hussein, ensuite avec vous, Charles Daubas. Fawaz Hussein, bonjour. Bonjour. Je vous reçois donc pour Le Kurde qui regardait percer les nuages, sorti aux éditions Inédits. Nous aurons d'abord quelques questions d'ordre général ou biographique, puis nous passerons au livre. Je vous ai reçu en décembre dernier ici même, mais je vais refaire un peu votre biographie, car il y aura toujours de nouveaux auditeurs qui ne vous connaissent pas du tout. Vous êtes né en 1953, d'un petit village au nord-est de la Syrie, en Mésopotamie. Vous avez suivi votre scolarité dans une ville qui s'appelle Amouda. Vous m'aviez dit en décembre n'avoir aucun livre sauf le Coran chez vous. Vos parents ne savaient pas lire, je crois. Mais aviez-vous accès à des livres de l'école durant votre scolarité? Que lisiez-vous, enfant? Alors merci infiniment pour cette invitation et pour cette seconde chance que vous m'accordez. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas de livre à la maison à part le Coran. Mes parents ne lisaient pas et moi quand je suis allé à l'école, mon père par exemple quand il a mis les pieds à l'école c'était tout simplement pour m'accompagner. Je suis allé à l'école, je ne parlais que le kurde et je me suis rendu compte que ma langue était interdite, qu'il me fallait absolument apprendre une autre langue et c'était l'arabe. Je savais même pas ce que c'était l'arabe, c'est mon père qui me l'a dit. Et à la maison quand j'avais des difficultés avec mes devoirs, il n'y avait personne pour m'aider. Petit à petit, je me suis rendu compte que oui, j'ai appris l'arabe comme tout le monde. Mais c'est quoi les livres que vous lisiez? Alors voilà, au début, je ne savais pas. J'ai commencé à avoir une passion. Je me suis rendu compte que j'étais passionné par les livres. Mais au début, comme tous les enfants, je pense que voilà, c'est la BD. Voilà. C'est quel genre de BD par exemple? La BD, on les connaît ici? Je pense que oui, par exemple Superman, Batman, tout ça, mais c'était traduit au Liban, en arabe, et ces livres nous arrivaient via cette traduction faite au Liban. Et plus tard, quand j'ai commencé à maîtriser un peu mieux l'arabe, et voilà, j'ai commencé à lire des romans soviétiques à l'époque, parce que c'était l'Union soviétique. On lisait tout ce qu'on nous traduisait aussi, c'était toujours au Liban. Dostoïevski, Tchekhov, Gorky. Même Gorky, il était dans le programme à l'école. Voilà, c'est ce que je lisais. Et je me suis rendu compte, à la maison, nous sommes 10 frères et sœurs. Voilà, dans la ville d'Amouda où il y a ma grand-mère. Il y a 2 côtés chez vous, je crois, pour les frères et sœurs. Voilà, il y a mon père aussi. Voilà, il y a mon père a eu deux épouses. Alors, de l'autre épouse, j'ai 7 frères et sœurs. Et de ma mère, nous étions 10 parce que mes parents, enfin mes 2 mères, si vous voulez, ne vivaient pas ensemble. Alors voilà, je me suis rendu compte que j'étais plus ou moins le seul à m'intéresser aux livres. Je passais un temps fou à lire, à passer. Je pense que si je me suis intéressé si tôt aux livres, c'est que peut-être j'étais plus sensible que les autres. Et deuxièmement, j'ai tout fait dans cette région connue, réputée pour ses canicules, et il n'y avait rien. Alors du coup, les livres, la fiction me permettait de m'évader, de découvrir d'autres civilisations. Vous apprenez l'histoire avec les livres russes, par exemple, Dostoïevski. Vous appreniez un pays? Ah oui, certainement. Par exemple, après, quand je suis arrivé à Paris en 78, je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que je connaissais tous les quartiers de Paris, le quartier latin, la Sorbonne, le jardin du Luxembourg. C'est à travers quel livre à travers Balzac, à travers Baudelaire, à travers Molière, à travers tous les auteurs français, parce que j'ai fait après une licence de lettres modernes à Alep. Et c'est vrai, voilà, quand on ne lit pas, on a une seule vie, et quand on lit par exemple 300 livres, si vous voulez, on a 300 vies différentes. Chaque livre est un univers, c'est une ouverture sur le monde extérieur. Alors j'avais un ami qui habitait à Paris et il était très très étonné. Je venais juste d'arriver et je savais les noms des rues, où se trouvait la Notre-Dame de Paris, où se trouvait... Vous connaissez par exemple la Fontaine des Innocents?
Bah, la Fontaine des Innocents, c'est un peu plus tard. Après, j'ai compris que là-bas, Vous en il y avait... parlez dans le livre de Saint-Michel, Ouais, c'est ça, parce du que Cluny. voilà exactement ce qui est resté. Petit à petit, après, bah, je n'avais pas lu énormément, mais c'est vrai, petit à petit, je me suis rendu compte que oui. Et quand j'ai décidé d'écrire, à un moment, parce que j'avais toujours eu envie d'écrire, je me suis trouvé devant trois langues. Le kurde, qui est ma langue maternelle, que je maîtrisais mal, que je parlais mal, Pourquoi mal? parce que cette langue a toujours été une langue interdite en Syrie, elle n'était pas enseignée. Par contre, l'arabe, je le maîtrise toujours assez bien, je trouve. Et pourtant, ça fait 40 ans que je parle rarement l'arabe et que je lis rarement l'arabe. Et il y avait le français. Alors, puisque le kurde ne pouvait pas mettre la langue d'écrivain, c'est une langue que je ne maîtrisais pas parce que c'était une langue interdite. Elle n'était pas enseignée. Quand on allait à l'école, c'était interdit de parler le kurde dans l'enceinte de l'école et de l'administration C'est syrienne. comme ma grand-mère, le breton. Exactement, c'est à peu près comme 1920. ça. Exactement, c'était ça. Les enfants étaient punis, les élèves étaient punis. Quand on les entendait parler, il y avait toujours des mouchards pour dire, voilà, Thierry a parlé le breton. Alors, Ma voilà, grand-mère. voilà, il y avait des punitions. Et nous, c'était ça. Alors nous, on rigole, mais bien sûr, derrière tout cela, il y a une énorme tragédie. En 73, vous obtenez votre bac série sciences. Après, vous passez une licence de littérature française à Alep, vous venez de le dire, que vous obtenez en 77. Qu'est-ce qui vous a fait bifurquer de la science à la littérature? Vous destinez-vous à un métier scientifique d'abord? Oui, un métier scientifique, c'était le salut pour tous les gens de la région. Surtout quand on devenait médecin, on était sûr d'avoir un bel avenir. On pouvait avoir la plus belle jeune fille de la région parce que quand on a une clinique, les clients sont là. Bah, vous voyez, parce que la mortalité était très très élevée dans le passé. Alors du coup, on a une vénération, une sorte de vénération pour les médecins. Et si un médecin, il passe dans la rue, bah, c'est un médecin. Mais en Syrie, par exemple, à l'époque, quand on voyait un médecin, on se levait parce que c'était une sorte vraiment d'adoration pour lui et pour son métier, parce qu'il sauvait des vies. Et les gens mouraient très très facilement. Et de quel genre de maladie? Oh ben c'est les maladies communes, la rougeole, on pouvait mourir très facilement de ça. Toutes les maladies comme ça, maintenant avec un vaccin, on peut les éviter. Voilà, je pense que c'était la même chose en France la dans polio, le passé. Voilà, ça. exactement, toutes ces maladies. Maintenant avec la vaccination, bien sûr, on a réduit, on a quand même, la médecine a fait énormément de progrès. Il ne faut jamais le répéter assez, la vaccination, alors qu'il y a un mouvement complètement idiot qui est contre la vaccination. Ouais. Jamais dire le bien que ça fait, quoi. Bah ça, on ne sait pas maintenant, il faut se vacciner contre la grippe, et puisque je viens d'avoir ma retraite, alors j'ai reçu une lettre, il faut que j'aille retirer mon vaccin, et alors du coup, je suis partagé, et tout le monde me dit, il y a des gens qui disent, oh non, il faut absolument pas le faire, et il y a d'autres qui disent, oh oui, il faut le faire, parce qu'on est tranquille comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles Debasse, la vaccination de la grippe, par exemple? Je pense comme vous. Il faut le faire. Ah, la grippe, je sais pas, j'ai pas d'avis sur la grippe, mais en tout cas, mes enfants sont vaccinés. Encore. Ouais. Et quand vous aurez 60, 65 ans? Ah bon, écoutez, ouais, je pense que la vaccination, c'est quand même une chose extraordinaire. Bien sûr. Il faut jamais le dire assez. Ouais. Vous arrivez à Paris en août 78. Vous obtenez une maîtrise, un DEA, puis un doctorat à Paris 4 et Paris 3. Quel fut le sujet de votre mémoire? Alors, je pense que la vie dépend souvent des rencontres qu'on a. Quand j'étais à Alep, en 74-75, je pense, un jour, nous avons reçu la visite d'un professeur qui venait de la Sorbonne. Il s'appelait Pierre Brunel. Et c'était un éminent professeur. Et voilà, il est venu nous parler des mythes, Don Juan, Faust, Don Quichotte, enfin tout cela. Et quand je suis arrivé à Paris, je devais en principe aller à Bordeaux parce que j'avais une préinscription à l'université de Bordeaux. Vous racontez dans le cœur de ça. Alors du coup, voilà, j'ai vu son nom sur une brochure, là, parce qu'à la Sorbonne, on ne voulait pas de moi, parce qu'on me disait tout le temps, allez à Bordeaux, il y a les meilleurs vins, il y a tout cela, il y a les meilleures plages aussi, enfin à côté, un peu plus loin. Mais voilà, il y avait comme une voix qui était en moi, une voix qui me disait, va voir ce professeur qui était en Syrie, et je suis allé le voir. Il m'a reçu, mais très très gentiment, et je lui ai parlé de sa présence en Syrie. Il a décroché le téléphone et il m'a
pris comme l'un de ses étudiants. Et c'est grâce à lui maintenant que je peux dire que je suis à Paris, que j'ai fait toute ma scolarité à Paris 4 et à Paris 3. Vous devenez français en 1992. Pourquoi ce choix de devenir français? Sentiez-vous vous éloigner de la Syrie ou autre chose? Alors, moi, je pense que... Alors, souvent, quand on me dit Fawaz, tu es quoi? Kurde, syrien, arabe, français, suédois, parce que j'ai vécu dans toutes ces cultures. On va en parler un peu après. Ouais, je suis un peu partagé. Alors, d'abord, c'était un choix pratique, je pense, parce que avec le passeport syrien que j'avais, je ne pouvais même pas à peine aller en Bretagne. Là. En Bretagne, là, on me demandait pas un visa, mais la Grande-Bretagne, j'étais bloqué, je pouvais pas y aller. Alors voilà, c'était. Et deuxièmement, parce que quand j'ai eu ma naturalisation, je me suis rendu compte que j'aurais dû l'avoir beaucoup plus tôt, parce que cette naturalisation, elle aurait ouvert beaucoup de portes devant moi pour me présenter au concours, voilà, devenir peut-être fonctionnaire ou tout cela. Et en réalité, pour moi, c'est pas une déchirure de devenir français. Au contraire, c'était un choix que j'ai fait, un choix délibéré que j'ai fait. Et c'est vrai, cela a facilité énormément de choses pour moi, sur le plan du travail, pour voyager, parce que j'adore voyager. Et deuxièmement, ce choix correspond à l'amour que j'ai pour la France et pour la culture française. J'ai toujours été attiré par Balzac, par Baudelaire, par Molière, par même maintenant les écrivains modernes. Bien sûr, je l'ai lu, je les lis régulièrement. Je me suis toujours senti français. Ça veut dire, vous voyez, par exemple, je suis allé en Suède, là-bas, je me sentais comme un étranger. Mais ici, je vais passer tout de suite à la question là. En 92, vous vous installez à Stockholm où vous travaillez pour l'Institut français de Stockholm. Dans quelles circonstances êtes-vous allé à Stockholm et avez-vous travaillé? Oui, alors je suis allé parce que j'étais marié à une Suédoise. Je l'ai rencontrée ici, c'était ça. Ma fille, elle allait venir au monde. Et c'est vrai, je n'avais personne ici. Ma famille était en Syrie. Alors, mon ex-femme, elle avait toute sa famille à Stockholm. Alors, du coup, c'était beaucoup plus pratique d'aller là-bas. Et mon séjour en Suède, au début, je le considérais comme une petite parenthèse, mais après, je me suis rendu compte que cette parenthèse est plus qu'une parenthèse. En réalité, elle m'a fait énormément de bien, parce que mes livres en français ont commencé à sortir quand j'étais à Stockholm, ou quand j'étais en Laponie. La Suède a ouvert beaucoup de portes devant moi, surtout quand j'ai commencé à travailler pour l'Institut français de Stockholm, où j'étais professeur de grammaire et d'orthographe. Après, je suis allé... Et comment vous avez obtenu le poste, si c'est pas indiscret? Ça, c'est très facile. J'avais un doctorat de lettres modernes, j'étais français, j'étais là, je me suis présenté. J'ai commencé à travailler d'abord pour des cours du soir, mais des cours organisés par des Suédois, par des écoles, des organismes et des organisations suédoises. Et vous parliez anglais en Suède? Alors, en Suède, quand je suis arrivé, bien sûr, moi je parlais que le français et bien sûr l'anglais que je parle, mais... Après, je me suis rendu compte qu'il me fallait absolument... Quand on vit dans un pays, il faut parler sa langue. On ne peut pas se contenter de parler toujours l'anglais ou autre chose. Je me suis rendu compte qu'il me fallait apprendre le suédois, par respect, par ce pays qui m'avait quand même ouvert toutes les portes. Et deuxièmement, pour avoir une meilleure relation, ou un meilleur contact, si vous voulez, avec les gens. Alors, vous connaissez un peu le kurde, oui, l'arabe, le français, l'anglais, le suédois, il y en a encore d'autres des langues que c'est un peu. Il y a aussi le persan que j'adore, mais toutes ces langues, je les maîtrise pas à fond. Ah oui, non, mais enfin quand même. Voilà. Les langues, vraiment, mes langues de communication sont plutôt le français, l'arabe et le kurde. Et les autres langues, c'est tout simplement, ça me permet d'avoir une communication plus ou moins, légère. Ça me permet pas de lire un livre de 500 pages, quoi. C'est ça. Mais bien sûr, les 3 langues de base, pour moi, c'est ça. Et je peux très facilement aller d'une langue à l'autre, de l'arabe vers le kurde, du kurde vers le français, ça ne me dérange absolument pas. C'est pas un déchirement, c'est pas une contradiction dans ma vie. Bon, nous allons mettre un petit morceau de musique. Musique, Erwan. New Jersey Turnpike, riding on a wet night,
license registration. I ain't got none, but I got a clear conscience. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassées d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Andelys et Rouen derrière, et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Au bord du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'on peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fagnon, Bagnères, plaisir et souffrance, entre les barrières passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au 145 rue Amelot, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix, dans le 11e arrondissement à Paris. Vous pouvez aussi prendre la carte d'auditeur pour nous aider à faire des émissions libres pour 20 €. Ou sinon, encore mieux, c'est s'abonner tous les mois, enfin voir ça avec la librairie, pour 8 € pour nous soutenir tous les mois. Tout petit geste, ou même plus si vous êtes riche. Mais il y a de moins en moins de riches alors. Ensuite, vous travaillez. Alors là, nous sommes avec Fawaz Hussein et Charles Daubas. Nous sommes en première partie d'émission avec Fawaz Hussein. J'ai encore 2 questions sur la biographie et après nous passerons à son livre, Le Kurde qui regardait passer les nuages, sorti aux éditions Inédits. Ensuite, vous travaillez 3 ans en Laponie suédoise, à l'école des hautes études à Luleå.
Vous rentrez à Paris en octobre 2000, où vous travaillez 17 ans pour le rectorat de Créteil comme professeur de français dans les collèges et lycées de la Seine-Saint-Denis. Vous avez écrit sur ces expériences, prof dans une ZEP ordinaire. De l'an 2000 à juillet 2018, vous donnez également des cours du soir pour la mairie de Paris. Pourquoi avoir choisi l'enseignement comme métier ? Alors, quand on fait des études de lettres, c'est vrai, comme débouché, il n'y a que ça, plus ou moins. Il y a la recherche, bien sûr, mais j'ai toujours aimé enseigner. En réalité, c'était une vraie vocation pour moi au début. Et quand j'étais en Syrie, j'étais professeur du français, et quand j'étais en Suède, c'était la même chose. J'ai toujours enseigné. En Syrie, vous étiez professeur de français. Je donnais des cours comme ça, à gauche à droite, pendant que je préparais ma licence. Voilà, de temps en temps, ça m'arrivait de donner des cours, et même en attendant, parce que pour avoir mon passeport, j'ai dû attendre 1 an. Et en attendant, je donnais des cours de français dans les collèges, dans les lycées aussi de ma ville et des villes voisines. Alors, pourquoi le choix de l'enseignement ? Parce que je pense que quand on se dirige vers l'écriture, quand on est écrivain, je pense que le métier le plus proche de l'écriture, c'est l'enseignement, parce qu'on reste toujours dans le même domaine. Et j'enseignais la littérature française, j'enseignais la poésie, j'enseignais le théâtre, j'enseignais le roman, la narration, tout cela. Ce n'était pas une rupture, ça veut dire que je faisais plus ou moins la même chose. Il y a beaucoup de mes invités qui sont profs de français. Voilà. C'est pas un hasard, quoi. Vous savez, là, ça veut dire un médecin qui écrit des romans, ça arrive, il y a beaucoup, de plus en plus. Mais souvent, ce sont des métiers compatibles, quoi. Ça veut dire, on est enseignant, on lit beaucoup de romans, on lit beaucoup de livres, et à un moment donné, on a envie de dire quelque chose, de compléter quelque chose, et on tombe peut-être dans la marmite, si vous voulez. C'est ça. C'est un choix qui s'imposait, parce que qu'est-ce que je pouvais faire ? J'avais mon doctorat de lettres modernes, je maîtrisais plus ou moins, je connaissais bien la langue et la littérature française, et j'ai commencé à l'enseigner, que ce soit en Suède, où j'ai vécu 8 ans, comme vous venez de dire, ou en France. Par contre, ce qui est important aussi, c'est que, comme vous l'avez dit, ça veut dire pendant 18 ans, depuis mon retour de Stockholm jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière où j'ai pris ma retraite, je donnais des cours de grammaire et d'orthographe à la mairie de Paris pour un public francophone. Ça veut dire que c'était des Français qui voulaient maîtriser davantage la grammaire, savoir qu'est-ce que c'est un adjectif qualificatif épithète, aux attributs, aux mises en apposition, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est un verbe transitif ou intransitif, ou transitif direct ou indirect. Voilà, je les aidais un peu à comprendre ça. Vous pourriez m'aider. Voilà, je pense que les gens sortaient assez satisfaits, parce que c'est vrai, tout le monde, par exemple, j'ai mon permis de conduire, je conduis, mais si ma voiture tombe en panne, je ne sais pas comment elle fonctionne. Et moi, ce que je disais, j'ai dit, voilà, mon rôle avec vous, c'est à peu près comme le technicien. Je vous dis comment vous parlez, c'est comme Maître Jourdan, là, vous voyez, là, j'explique aux gens comment ils parlent, quoi. Ça veut dire, voilà, c'est quoi la prose, c'est quoi la poésie, etc. C'est à peu près ça. C'est un métier que j'ai adoré. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise, parce que j'ai tout mon temps pour écrire, pour lire. C'est ma question d'après. D'accord. Maintenant, vous êtes en retraite. En plus de tout cela, vous êtes écrivain et traducteur. Pouvez-vous nous dire comment vous avez mené de front l'enseignement et l'écriture, et qu'est-ce que vous avez traduit ? Double question. Voilà. Alors, c'est vrai, quand on est enseignant, on attend les vacances. Et en France, on travaille 1 mois et demi, on a 15 jours de vacances, et on a 2 mois de vacances en été. C'est vrai, c'est assez avantageux. Mais c'est fatigant comme métier. C'est très, très fatigant. C'est pour ça, les gens qui disent « Oh là là, les professeurs ne travaillent pas, ils sont toujours en vacances », ou ils ont beaucoup de vacances, ils ne savent pas quel est le métier, le vrai métier, surtout quand on travaille avec des gamins de banlieue, des gamins livrés à eux-mêmes. C'est terrible. Je vois les professeurs qui se suicident, les professeurs qui se trouvent dans les hôpitaux. Ça, je les comprends parfaitement, parce que c'est un métier de plus en plus pénible. Mais c'est vrai, mon métier me laissait beaucoup de temps. Et moi, quand j'ai commencé à traduire, quand j'ai traduit en kurde, c'était tout simplement un geste militant. Voilà, je voulais absolument faire quelque chose pour ma langue kurde, parce que c'est une langue quand même assez pauvre, qui est restée assez rudimentaire, si vous voulez. La langue elle-même, ou le nombre d'ouvrages ? Ça veut dire le nombre d'ouvrages, et la langue aussi, parce qu'on ne lui a pas permis de se développer.
on n'a pas permis aux Kurdes. Il n'y a pas, par exemple, de vocabulaire scientifique. Voilà, il n'y a pas de vocabulaire scientifique, il y a beaucoup de choses qui manquent. Vous voyez, le français, jusqu'à maintenant, chaque année, on invente des mots, on trouve des mots. Le mot télévision n'existait pas, on l'a inventé. Le mot télescope n'existait pas, on l'a inventé. Le mot bug, par exemple. Le mot bug, un bug. Oui, un bug, voilà, et autre chose. Vous voyez, on a besoin. La langue est comme un corps vivant. Il n'est pas mort. Et il a besoin de se développer, de mûrir, etc. Et toutes les langues sont pareilles. Il y a beaucoup de langues qui meurent. Le kurde aussi est en train de mourir, malheureusement, surtout si la condition ne s'améliore pas. La langue kurde va disparaître. Je pense que chaque année ou chaque jour, il y a 6 langues qui disparaissent dans le monde. Je n'ai pas vraiment les statistiques, surtout en Afrique, ou peut-être c'est des dialectes, beaucoup plus des dialectes. C'est pareil, il y a beaucoup de langues. Il y a beaucoup, exactement. Le français que nous parlons, c'est un dialecte qui a eu beaucoup de chance pour devenir la langue de 200 millions de francophones, davantage que 200 millions de francophones. Et voilà. Par contre, quand j'ai commencé, surtout l'année dernière et l'année d'avant, traduire de l'arabe vers le français, c'était des commandes. C'était des commandes qu'on m'a faites et je traduis pour gagner un peu ma vie et mettre un peu plus de beurre dans mes épinards, quoi. Et qu'est-ce que vous avez traduit en kurde? C'est du français? Alors, ça aussi, ce que j'ai traduit du kurde vers le français, j'ai traduit un auteur... C'est du kurde vers le français ou du français vers le kurde? Les deux, j'ai fait les deux. J'ai traduit du français vers le kurde en traduisant Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, L'étranger de Camus. J'ai fait une sorte d'anthologie de la littérature française du XVIIe et XVIIIe siècle en kurde, en traduisant des extraits de Molière, de Voltaire, de La Bruyère, voilà, de Jean-Jacques Rousseau, de tout cela. C'était les classiques, voilà, du XVIIe et XVIIIe siècle. J'ai traduit un ami à moi en 99. J'ai traduit son premier livre qui est sorti sous le titre La poursuite de l'ombre aux éditions Phébus. Et le livre a été réédité dans la collection Libretto, je pense, oui, c'est ça, toujours chez Phébus, l'année dernière. Voilà, j'ai traduit du kurde vers le français. Après, j'ai traduit du français vers le kurde, comme j'ai dit. Et j'ai traduit maintenant, l'année dernière et l'année d'avant, j'ai traduit de l'arabe vers le français. J'ai traduit un écrivain que j'aime beaucoup. C'est un kurde d'Alep. J'ai traduit 2 livres de lui. Le premier, c'est Le promeneur d'Alep. Comment il s'appelle, cet écrivain? Il s'appelle Niroz Malek. Son premier livre... il est sorti sous le titre Le promeneur d'Alep, il est sorti chez Le Serpent à Plumes. Et le deuxième livre, il est sorti l'année dernière aussi chez Le Serpent à Plumes, sous le titre Les Nuits anciennes. Voilà. Et voilà, ça aussi, comme je vous ai dit, c'était plutôt des commandes, voilà, que je devais les traduire, ces livres. Nous allons maintenant passer au Kurde qui regardait passer les nuages, sorti aux éditions Inédits. Pourquoi ce titre, Fawaz Hussein? Pouvez-vous nous lire l'exergue de Baudelaire? Alors peut-être je vais demander à Charles de lire, s'il veut lire l'exergue de Baudelaire. Je pense qu'il sera beaucoup comme ça, tout au début. C'est la citation de Baudelaire qui annonce le livre. Parce que quand on dit l'homme qui regardait passer les nuages, parce qu'il y a Baudelaire, et il y a l'étranger, son poème l'étranger, voilà. On va entendre Charles qui va nous lire. Charles Dobas. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or? Je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas, les merveilleux nuages. Alors pour répondre à votre question, pourquoi ce titre? D'abord parce que j'adore Baudelaire et il m'a toujours accompagné depuis quand je préparais mon bac, parce qu'il était dans le programme du bac. On avait son poème L'Albatros, souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros face aux eaux des mers. Et après, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte que je vivais souvent dans les mêmes quartiers que lui, le quartier de la Sorbonne, le jardin du Luxembourg, voilà, ces quartiers, l'Odéon, tout cela. Et cet homme est immense pour moi. C'est une montagne, c'est une chaîne de montagnes. Et je me suis attaché énormément à lui, beaucoup plus, j'avoue, beaucoup plus à lui qu'à
qu'à Rimbaud, Arthur Rimbaud. Moi, c'est mon poète préféré, Baudelaire. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est assez nombreux à l'aimer, à l'adorer. Et pourtant, cet homme a connu quand même une vie très très mouvementée. Chaotique, les conditions, une grande souffrance, surtout la fin de sa vie, quoi. Mais ce qui me plaît toujours chez Baudelaire, c'est que il n'avait pas beaucoup de chance. Son livre Les Fleurs du Mal a été censuré. Il a payé, il a eu beaucoup de problèmes. Et très peu d'exemplaires vendus de son vivant, quoi. Mais avant de mourir, il a toujours envoyé plusieurs lettres à sa mère qu'il adorait. Il adorait sa mère. Au Havre. Voilà, exactement. Et il disait, maman, pour le moment, d'accord, je suis inconnu, mais je suis persuadé qu'un jour, je serai quelqu'un de très très connu et qu'on reconnaîtra ma valeur. Et ça, la postérité lui a donné raison. Maintenant, Baudelaire, il a des lycées qui portent son nom, il a des collèges, et il est connu partout dans le monde. Surtout, il est lu. Il est lu, il est traduit. Ses idées sont partagées, quoi. Il est traduit, je sais pas, presque dans toutes les langues du monde. En réalité, c'est ça. Alors, pourquoi ce titre ? Parce que, d'abord, quand j'ai lu L'étranger, ce poème en prose d'Étranger, je me suis rendu compte que cet homme, l'étranger, c'était moi. Et moi, c'était lui, si vous voulez. J'ai exactement les mêmes réponses. Si on me pose les mêmes questions, je donnerai plus ou moins les mêmes réponses. Et c'est vrai, pourquoi le Kurde qui regardait passer les nuages ? Parce que j'habite au 7e étage. Et devant moi, je passe tout mon temps devant mon ordinateur, bien sûr, et de l'autre côté de l'ordinateur, il y a les nuages qui passent, et il y a le ciel de Paris, et surtout, quand je regarde le ciel, je ne regarde pas les nuages, mais tout simplement, mes pensées s'évadent, mes pensées se promènent, errent, ça veut dire, la vraie rêverie pour moi commence quand je suis devant ma fenêtre, et je regarde ce ciel et ces nuages qui passent. Je vais lire la 4e de couverture. En partageant la vie intime de ses personnages, le narrateur lève un pan sur les drames de l'histoire, qu'elle recèle et qui n'en finit pas de se répéter. Mais loin d'être un simple spectateur, il fait partie intégrante de ce récit dans lequel il se livre, sans phare et avec humour. Nostalgique de l'amour enfui, du pays perdu, de la jeunesse disparue, il reste un combattant de la mémoire et un poète qui, tel l'étranger de Baudelaire, aime les nuages qui passent. Comment vous est venue l'idée de ce livre ? Alors, l'idée du livre est venue en réalité d'une commande. J'ai un ami, il s'appelle Gilles Vidal. C'est un ami sur Facebook, je connais depuis des années sur Facebook. Et un jour, j'ai demandé des nouvelles de sa fille, J'ai dit, comment va-t-elle ? Il m'a dit, tiens, Fawaz, est-ce que tu as un petit texte ? Parce que je vais fonder une collection qui s'appelle Texture. On veut des textes très très courts, maximum 100 000 signes. Ça veut dire, j'ai compris qu'il voulait un texte entre 12 000 mots et 15 000 mots. Pas plus, et il faut que le texte soit très intime. Je n'avais rien, mais cela a fait une sorte de tilt dans ma tête. Je suis sorti, j'ai commencé à me poser. Et un mois après, mon texte était plus ou moins prêt, parce que c'est vrai, c'était une invitation pour moi à retourner, à rentrer en moi. Vous avez commencé par la première phrase ou par l'idée du livre ? Je ne sais pas comment vraiment le livre, quand il est fait, je me demande toujours comment il est fait, parce qu'à un moment donné, je dis, est-ce que vraiment c'est moi qui ai écrit tout cela ? Comment l'idée est venue ? Ça veut dire la première phrase jusqu'à la dernière phrase, je ne sais pas. Mais je pense que quand on écrit, quand on est écrivain, les mots ont leur logique à eux, leur intimité à eux, un mot peut accepter un autre, peut rejeter un autre, et les idées aussi, c'est la même chose. Mais derrière ce petit opus, ce petit travail, il y a quand même un travail immense, parce que j'ai beaucoup travaillé, on l'a corrigé, on l'a changé, on l'a modifié avec notre éditrice qui est magnifique, que nous aimons tous vraiment beaucoup, qui s'appelle Fabienne Germain. Elle a aimé le texte, Gilles a aimé le texte, Fabienne a donné son avis, et le texte est sorti 3 mois à peu près, 2 ou 3 mois après. Et l'idée de Texture, c'est ça veut dire, c'est une branche, c'est une collection qui se trouve dans la maison d'édition Zinedine, et la politique, c'est ça, c'est des textes très intimes, mais assez courts et assez percutants. Et c'est comme ça que ce texte, il est né. Grâce à cette rencontre, merci Facebook, merci tonton Facebook, merci tonton Google, c'est grâce à eux, si vous voulez, ce livre existe. Parce que si on ne m'avait pas demandé, Fawaz, est-ce que tu as un texte, je ne l'aurais pas écrit, je ne serais pas là maintenant devant vous
Thierry. Le début du livre commence par un souci médical qu'a le narrateur. Est-ce aussi un livre sur la médecine, une sorte de fil rouge en plus de tous les autres sujets qu'il traite? Oh, je pense que c'est plutôt une sorte de prétexte pour aller vers les profondeurs. Nous tous, chacun de nous a son médecin traitant, chacun de nous, surtout en avançant en âge, il a de plus en plus de problèmes de santé, voilà, les oreilles, les yeux, les genoux, si vous voulez, ça, voilà. Je vois que Charles rit parce que les jeunes. La fumée qui nous entoure n'aide pas. Voilà. Alors, vous voyez, alors du coup, j'avais envie de parler d'une histoire d'amour que j'ai vécue ces derniers temps, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler directement de cette histoire d'amour, que je devais écrire un roman un peu en trompe-l'œil. Ça veut dire, tout en parlant de mes problèmes de santé, des problèmes des Kurdes, etc., je voulais aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette histoire d'amour avec cette Magali Tenenbaum. Voilà, c'est ça. Ça veut dire, et je me suis rendu compte que maintenant, quand je prends des photos, je fais la même chose. Par exemple, si vous me demandez, Thierry, de vous prendre en photo, je ne vais pas vraiment vous centrer, vous mettre au milieu. Je vais vous mettre à côté, là, même la moitié peut-être de votre corps, de votre visage, et je vais plutôt photographier le paysage, l'espace. Et ce que j'ai fait aussi dans ce roman, je fais la même chose. Ça veut dire, au lieu de parler directement de cette histoire d'amour ou cette histoire de mes désamours, si vous voulez, avec cette femme, cette Française, voilà, j'ai fait comme ça et j'ai réussi à créer une ambiance. Et c'est cette ambiance qui me plaît le plus dans ce petit roman que j'ai écrit. Le sujet de ce livre est-il principalement la nostalgie, le temps qui passe, ou quel est-il? Oh, c'est un peu tout. Je pense que c'est l'exil, c'est la question kurde, c'est ce qui se passe en Syrie actuellement et dans le passé. Je me rends compte maintenant que c'est mon troisième livre qui sort depuis 5-6 ans. Et je vois que la question syrienne, la question kurde, elles sont omniprésentes dans mes textes. Je ne peux pas passer une journée sans penser, ne serait-ce que, je sais pas, 1 heure ou 2 peut-être, à ma famille qui se trouve sous les bombes de l'armée turque et de cette armée qui se dit une armée de libération, l'armée libre qui soi-disant qui veut libérer la Syrie. Bien sûr, il y a un peu de tout cela, mais je pense que l'être humain, quand il écrit, il dépend de son vécu, de son passé, de son présent et de son avenir. Alors moi, d'où je viens de cette région où il y a maintenant la guerre, où il y a les bombes qui tombent. Et je vis en France, en même temps, je suis français, je vis dans mon quartier, il y a mes cafés que je fréquente, les gens que je vois presque chaque jour, et aussi je pense à mon avenir, où je vais, parce que si on sait d'où on vient, on ne sait pas où on va. Alors il y a un peu de tout dans ce roman, surtout, bien sûr, il y a la question kurde, qui est une question charnière, très très importante pour moi. Et moi, dans tous les livres que j'ai écrits, Thierry, jusqu'à maintenant, je ne fais que le travail de mémoire. Ça veut dire, bien sûr, je peux parler de n'importe quoi, mais voilà, je parle de la cause kurde, je parle du malheur kurde, je parle des revendications des Kurdes. Et les Kurdes ne demandent pas grand-chose, ils demandent seulement leur droit à une vie simple, à une vie vraiment très très simple, rien de plus. Et on leur reproche tout cela parce que tous les voisins que nous avons, je dis toujours que j'aurais bien aimé avoir des voisins comme des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Finlandais, mais malheureusement nous avons des Turcs, nous avons des Arabes, enfin pas tous les Arabes bien sûr, des Syriens, des Irakiens et des Iraniens, et tous ces gens-là n'aiment pas vraiment les Kurdes. Notre malheur à nous, les Kurdes, c'est que voilà, nous n'avons pas les pays scandinaves et les pays nordiques comme voisins. Je vais lire page 81, quelques lignes. Le ciel a toujours été vide, et pourtant l'être humain s'échine vainement à l'équiper d'un Dieu omnipotent et tolérant. Pour le narrateur, Dieu n'existe pas, comme pour toute personne sensée qui raisonne. Comment expliquez-vous néanmoins une certaine résurgence du religieux actuellement ? S'il y en a une, c'est encore... oui, ça c'est... Il faut poser cette question peut-être à quelqu'un d'autre, mais moi je vais essayer de répondre, parce que je ne peux pas être quand même
il y a des gens qui pourraient répondre mieux que moi. Mais je pense que le retour aux religieux peut s'expliquer par plusieurs choses, Thierry. D'abord, je pense que ce qui est arrivé au Moyen-Orient, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est l'effondrement de l'Union soviétique. Après l'effondrement, les gens ne savaient pas quoi faire, se tourner vers quoi. Et deuxièmement, je pense que pour le monde arabo-musulman, surtout arabo-musulman, les défaites, les guerres et les défaites subies contre Israël, cela a complètement démoralisé l'arabe. Alors du coup, on se dirige vers quoi? On se dirige vers la religion. Moi, je me souviens quand j'étais en Syrie jusqu'à 75, 76, quand j'étais là, les femmes étaient beaucoup plus libres que maintenant. Elles étaient comme les Européennes, des années européennes. Les mini-jupes, les garçons avaient les cheveux longs, on écoutait la musique anglaise, comme tout le monde. Et maintenant, ce qu'on entend quand on est à Damas, moi, la dernière fois quand j'étais à Damas, je me souviens, j'étais avec un frère, un cousin, on pouvait même pas se parler dans la rue parce que c'était vendredi et à cause des muezzins, les prêches, tout cela, on pouvait même pas parler dans la rue. C'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est comme ça. Alors, le retour aux religieux peut s'expliquer par plusieurs choses, mais avant tout, c'est à cause du malaise social et économique, je pense. Je vais lire page 89, encore une petite phrase. Comme les chaînes françaises, les médias arabes manipulaient les informations. Les médias manipulent l'information. Comment, pourquoi ment-on entre guillemets dans les médias? Parce que les médias défendent une ligne politique. Par exemple, si je parle de la chaîne Al Jazeera, que je suis obligé de regarder récemment, j'avais débranché ma télévision pendant 5 mois, mais j'étais obligé de le refaire. Et dès qu'on regarde la télé au bout d'une heure, on sait qu'il y a ce qu'elle dit. C'est pas une chaîne d'information, c'est une chaîne qui vous pousse qui veut former votre opinion à vous sur ce qui se passe dans le monde. Et si on regarde à l'Arabia qui dépend de l'Arabie Saoudite, c'est la même chose. Et les chaînes, elles sont orientées, même les journaux, même en France, on sait très bien que des chaînes, des médias tout à fait libres, ça n'existe pas. Elles sont financées, par exemple. Al Jazeera est financé à 100% par le Qatar, et c'est tout à fait normal qu'elle défende la ligne politique de ce pays. Et moi, je vais dire cette anecdote. Quand j'étais en Syrie, je dis ça pour Charles, quand je regardais le journal, tous les journaux à l'époque, c'était, jusqu'à maintenant je pense, c'était les journaux subventionnés par l'État, de l'État. Alors je me disais, mais mon Dieu, mais la Syrie, c'est un paradis sur terre. Je me disais, pourquoi Thierry, Charles, ne venait pas chez nous pour demander l'asile politique? Parce que c'était le rêve. Et tout marchait très très bien, tout était parfait, magnifique. Dès que je fermais le journal ou j'éteignais la télé, je regardais autour de moi, je ne voyais que la corruption, que des problèmes, l'électricité, il y avait toujours des pannes d'électricité. C'était toujours difficile de trouver le pain quotidien. Voilà, c'est ça pour dire que il y a la différence entre, par exemple, un pays européen, l'Angleterre ou la France, et leurs médias, et quand j'étais en Syrie, là-bas, tout allait très très bien, mais uniquement selon les médias. Et ici, tout va très très mal, mais uniquement selon les médias, parce que je suis venu ici, je suis venu à pied, j'ai marché, j'ai regardé autour de moi, il pleuvait un tout petit peu, mais c'est vrai. Mais je préfère bien sûr un pays comme la France, où l'opposition peut s'exprimer pour avoir un rôle important, parce qu'un pays où l'opposition est morte, c'est un pays mort. C'est une dictature. C'est ça, exactement. Plus ou moins. Oui, c'est ça. Je vais lire page 90, encore une autre phrase, et ce sera la dernière citation, après il y aura d'autres questions. Quant aux Kurdes de Syrie, ils avaient certes gagné la bataille contre Daesh, mais ils avaient perdu le Kurdistan. Ils l'avaient sacrifié sur l'autel des alliances caduques et éphémères. Miser sur les États-Unis d'Amérique ne servait la cause kurde ni de près ni de loin. Et vous avez écrit ça avant ces événements récents. Je ne suis pas un devin, mais c'est vrai, je suis pas un homme politique, mais souvent on m'a dit, Fawaz,
intelligent ou pas intelligent, ça on peut pas le savoir, mais en tout cas, il y a le don de l'observation. Et c'est vrai, quand je regarde autour de moi, je me suis dit qu'on ne pouvait pas compter sur les Américains et que les Américains allaient partir. Et je le dis encore toujours devant vous, Thierry, et devant Charles, le malheur kurde ne vient pas uniquement de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, et des Américains ou des Russes, etc. Le malheur kurde aussi est causé par le Kurde lui-même, à cause de ses alliances erronées, à cause de sa politique. Regardez ce qui se passe maintenant en Syrie. Moi, je savais très très bien que les forces de PIEDA, ça veut dire le parti de l'Union démocratique, allaient se retirer et que le régime allait retourner, parce que moi, je savais comment le PID est né en Syrie et comment le PKK est entré en Syrie. Et c'est pour ça que je dis, comment on fait son lit, on se couche. Les Kurdes, jusqu'à maintenant, les populations payent, bien sûr, les pots cassés de ces partis politiques qui y ont vendu, qui ont vendu la cause kurde, tout simplement pour des marchés médiocres et erronés. Ce livre, c'est aussi l'histoire de la fin d'un amour du narrateur. Magali vient de le quitter, et là aussi, la nostalgie le prend. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ces rencontres du narrateur et de Magali ? Et après, j'ai encore d'autres questions sur Magali. Oui, Magali, c'est un peu vrai, c'est un peu romancé, c'est un peu fantasmé. Je pense que l'écrivain, voilà, par exemple, je suis venu ici, là, aujourd'hui, pour vous voir. Si je dois écrire de tout cela, je vais donner une autre version, une version plutôt littéraire. Il faut que tout passe par les artifices littéraires. Sinon, je sais pas. La réalité telle qu'elle est, elle ne me satisfait pas. Oui, c'était une rencontre, mais bien sûr, quand on est très très jeune, quand on a 24 ans, les rencontres sont très très faciles dans la vie. Mais par contre, quand on avance en âge, c'est vrai, rencontrer et vivre une histoire d'amour, ça devient de plus en plus difficile. Et c'est pour ça que j'aime bien l'œuvre de Michel Houellebecq, parce que Houellebecq l'exprime très très bien dans ses livres, comme quoi que même le sexe est lié à l'économie. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai, quand on avance un peu en âge, c'est difficile. Et c'est une histoire d'amour que j'ai vécue. Et bien sûr, cette histoire, elle n'a pas duré longtemps, mais l'espoir continue. J'espère que ça ne va pas être la dernière histoire d'amour dans ma vie, parce que voilà, j'ai 65 ans et voilà, moi je dis toujours, franchement, ça veut dire, s'il n'y avait pas cette guerre en Syrie, les meilleurs moments dans ma vie, ce sont les moments où j'ai vécu, où j'ai tenu dans mes bras des femmes. Ce sont les moments les plus forts dans mon existence. J'ai toujours été comme ça et je vais répéter ça devant vous. Voilà. Magali est peintre. Le narrateur la rencontre lors d'un vernissage de peinture contemporaine. Quel est le point de vue du narrateur sur la peinture contemporaine à laquelle Magali est celle d'initier ? Alors, c'est vrai, le regard, comme les oreilles, on peut les éduquer. Par exemple, si vous demandez à un Suisse ou à un Allemand, presque tous savent jouer d'un instrument de musique classique. Moi, je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne et j'ai vu l'importance de la musique classique là-bas. Moi, je comprenais mal l'importance de la musique classique. Ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que oui, que c'était une musique extrêmement riche et qu'on pouvait l'aimer. Mais moi, je viens d'une région où mes oreilles avaient l'habitude d'écouter de la musique arabe, la musique turque, la musique iranienne, persane. Et quand je suis arrivé ici, même pour la peinture, mon regard était habitué à voir les classiques, les romantiques, les classiques, voilà. Et surtout, avec la peinture abstraite, j'avais des difficultés parce que je cherchais toujours un sens. Et après, je me suis rendu compte que c'était une erreur de ma part de chercher toujours. Le sens, c'est les couleurs. Ça peut être les couleurs, Par ça exemple, peut être les courbes, ça peut être les formes. Et c'est ce que Magali va m'expliquer. Cette scène, elle est inventée. Oui, on a parlé, bien sûr, de la peinture, tout cela. Mais je me rends compte que oui, quand, par exemple, la musique abstraite, la peinture abstraite, il faut s'initier, il faut une initiation. C'est pas facile, c'est pas évident de l'aimer.
Voilà, et il y a des gens qui vont passer toute leur vie à ne pas comprendre cette peinture. Et c'est la musique, c'est la même chose. Et moi, quand je parle de la musique ou de la littérature ou de l'écriture ou de la peinture, je parle en réalité de la même chose parce que pour moi, ce sont des aspects différents de la même chose. Voilà, les mêmes sentiments, on peut les exprimer par la peinture, par la musique et par l'écriture. Magali peint des baraquements de camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale qui tombent du ciel, je crois. Pourquoi peint-elle uniquement cela? Vous dites un peu de sa souffrance. Ah oui, je pense que Magali, elle est comme moi. Elle aussi, elle fait le travail de mémoire, parce que c'est ce que j'ai dit dans tout ce que j'écris. La question kurde, elle est là. Elle aussi, dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle vit, la souffrance de ses grands-parents, surtout la fin atroce de ses grands-parents qui sont morts en Pologne. Voilà, cette fin, elle est présente devant ses yeux. Et oui, c'était une femme marquée, comme moi. Alors, 2 personnes marquées, 2 personnes cabossées par l'histoire, ne pouvaient pas vraiment... je le dis à un moment donné dans le roman, une personne qui n'est pas heureuse, elle ne peut pas rendre quelqu'un heureux, je pense. Voilà. Quand on n'a pas le bonheur, on ne peut pas en donner. Par contre, si on est heureux, voilà, je pense qu'on peut en donner. Et Magali, elle n'est pas heureuse dans sa vie, elle ne pouvait pas me rendre heureux. Et moi non plus, je ne pouvais pas peut-être lui rendre le bonheur dont elle avait besoin. Ce sera la dernière question, Fawaz Hussein. Selon vous, les Kurdes pourront-ils un jour habiter sur leurs terres pacifiées? Je ne parle pas d'État, de pays, de nouvelles frontières, de drapeaux, car vous le savez, vous êtes à l'antenne de Radio Libertaire, et personnellement, je suis contre les États, les frontières, mais pour que chacun, chacune habite en paix, où il, elle le souhaite. Oui. Oui, c'est une question je pense qu'on peut écrire une thèse de doctorat sur ce livre. On peut écrire 500 pages ou 1000 pages pour répondre à cette question. Moi aussi, je suis contre l'État-nation, Thierry. Mais on devrait circuler comme on veut. Voilà, c'est ça exactement. Avec son corps. Mais on ne peut pas passer sans cette étape. Ça veut dire, il faut d'abord connaître cette étape, la nation, les frontières, tout cela, comme la France, l'Angleterre. C'est pour ça qu'on peut aller facilement vers l'Union européenne, qui est une chance pour l'Europe. Par contre, si on n'a pas connu, comme les Kurdes, qui n'ont jamais connu une nation, ils ne peuvent pas aller vers les autres, parce qu'ils risquent comme ça de perdre leur spécificité identitaire. Est-ce que les Kurdes pourraient vivre en paix? Non. Moi, je crois que non, parce que tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas pour voisins des Scandinaves, des Danois, des Suédois, mais nous avons des États qui n'acceptent pas l'altérité. Et si on n'accepte pas l'altérité, on ne peut pas vivre en paix. C'est vrai, c'est une chance pour nous tous, cette ouverture sur le monde extérieur, cette acceptation de l'autrui. Et tant que le Kurde, le Turc, le Syrien et l'Irakien n'acceptent pas le Kurde comme une partie de cette mosaïque, de ce tissu social, national, il y aura toujours des problèmes. Et cette guerre qui dure toujours en Syrie depuis 2011, elle a attisé les haines. Maintenant, l'ennemi numéro 1 du Kurde, je ne peux pas généraliser, mais c'est l'arabe. Et l'arabe, c'est le Kurde. Et pourtant, les Kurdes et les Arabes vivent depuis des années et des siècles sur le même sol. Une autre chose aussi que je vais dire, que je vais évoquer après je termine. Souvent, je tombe sur des gens qui disent « Oh non, les vrais citoyens de cette terre, c'est nous ». Mais j'ai dit, 200 ans, la Syrie n'existait pas comme maintenant. La Syrie, c'était quoi il y a 200 ans ou il y a 100 ans? Ce sont les Français et les Anglais qui ont tracé les frontières de ces pays. À coup de règle, exactement. Avant, la Syrie, c'était quoi? C'était Damas, Alep, le Levant, c'était ça. L'Israël, Palestine et la Jordanie, c'était ça. Et après, tous ces noms sont nés comme ça. Cette frontière, elle existe seulement avec la volonté des Français et des Anglais d'une part, et de l'autre côté, il y avait la Nouvelle République turque qui s'est bâtie, s'est construite sur les ruines de l'Empire ottoman. Et il y a des gens, par exemple, il y a des Assyriens qui disent « Ah non, nous, cette terre, elle nous appartient à nous. » Mais j'ai dit « Et avant vous, est-ce qu'il y avait d'autres personnes ?» Ils disent « Non. » Je dis « C'est faux, archi faux. » Cette terre, elle a toujours été occupée par quelqu'un. Et personne ne peut dire « Cette terre m'appartient à moi seul. » Cette terre, elle nous appartient à nous tous. C'est pour ça que je suis pour la tolérance, je suis pour l'ouverture sur l'autrui, je suis pour l'amour, parce que l'amour,
la fraternité, c'est vrai, il pourrait nous aider. Sinon, cette pensée étroite, non, au contraire, elle nous pousse vers la fin. On va directement vers notre fin. Merci Fawaz, ce sera le mot de la fin pour votre partie d'interview. Merci Thierry. Vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Nous recevons ce mois-ci Fawaz Hussein pour Le Kurde qui regardait passer les nuages, sorti aux éditions Inédits. En deuxième partie d'émission, nous allons recevoir Charles Daubas pour Cherbourg, un roman sorti chez Gallimard. Vous pouvez contacter directement l'émission au 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, à Paris, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix. Vous pouvez aussi la contacter par mail, demo.unevoix@laposte.net. Musique Erwan. Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Erwan à la réalisation. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@laposte.net. Vous pouvez aussi la contacter par écrit au 145 rue Amelot, à la librairie Publico, émission Des mots, une voix, dans le 11e arrondissement à Paris. Nous recevons en deuxième partie d'émission, après avoir reçu Fawaz Hussein,
Charles Daubas. Mais avant, Fawaz Hussein, pouvez nous dire la musique qu'on a passée là? Oui, alors C'est je vous suis qui très l'avez content. amené. Ouais, ce morceau vient d'un ami, enfin d'un voisin qui habite dans le 20e arrondissement. Il s'appelle Vincent Morla, que j'ai rencontré par hasard. C'est un bon compositeur. Il adore la musique, il adore la photographie et le voyage. Alors je voulais tout simplement, voilà, qu'on l'écoute et je suis très très content. Merci Thierry. D'accord. Alors